Hello, bonjour, bonsoir, welcome back pour ceux qui reviennent, pour ceux voilà, qui sont là depuis le début. Et puis bonjour à ceux qui arrivent ou qui vont arriver. On est sur Periscope avec Campus by Canalsat et toute cette journée on a révisé le bac. Alors voilà, j'étais là en stream, donc j'étais votre prof de philo qui vous donnait des coups, des conseils, des bons coups, des bons trucs pour réussir son épreuve de philo. Donc l'épreuve de philo c'est mercredi. Stressez pas trop, travaillez, vous couchez pas trop tard. Juste après ce stream, hein, vous allez vous coucher comme ça. Demain, vous serez en forme et vous pourrez continuer de bosser sur votre épreuve de philo et puis sur les autres épreuves aussi. Mais ce soir, on parle philo et donc, en fait, ce qu'on vous propose, c'est tout simplement un stream de révision pour le bac philo, avec cette fois-ci un stream qui va être autour des notions de politique, de droit et de justice. Et puis, comme on le fait depuis le début de la journée dans ces streams, eh bien, il y a donc des révisions thématiques et puis après vous pouvez poser vos questions. Alors les questions vous pouvez les poser sur Twitter, hashtag #backphilo @canalsat et puis vous pouvez aussi les poser en direct sur Canalsat, voilà, sur le petit retour. Cristiano qui est avec moi, voilà, et qui me donne le retour. Bonjour à Cristiano. Et comme ça, eh bien, je peux voir les questions que vous posez. Mais non, il faut être motivé là, on va pas s'endormir. Donc, on est comme une petite classe éphémère. C'est vrai que c'est rigolo cette idée qu'on ait une petite classe éphémère. On est là, une classe Périscope. Moi, je suis content en tout cas de retrouver tous ceux qui étaient là depuis ce matin. Le hashtag fanphilo, salut. Voilà, on vous retrouve, hein, Clarisse, Fabien, Thomas, voilà. Alors ouais, le challenge, hein, c'est qu'on soit 200 à la fin de ce stream, parce que si vous êtes 200 à la fin de ce stream à envoyer des cœurs pendant à 200, eh ben, ou bien on a dit, ou bien c'était le prof passe du stream au string, ou bien il fait 200 pompes, ou bien je vous donne le sujet qui tombe mercredi. Allez, sur tous les sujets, je vous en donne un qui tombe mercredi, comme ça vous verrez. Donc salut les fans philo, salut la team fan philo, on y va pour ce dernier stream de révision du bac philo. Alors tous ceux qui ont raté les streams ou si vous avez des amis qui ont raté les streams d'aujourd'hui parce que je sais pas, peut-être drôle d'idée, ils étaient en cours, et ben dites-leur qu'ils pourront tout retrouver à partir de demain sur la page campus.canalsat.fr. Vous pourrez voilà diffuser le lien, partager, faire tourner. Parce que quand c'est bon, et ben voilà, on fait tourner. Je parle évidemment des conseils de révision du bac. Alors, on va pendant ce stream de révision parler du chapitre autour de la politique, avec des notions comme le droit, la justice, l'État. On reparlera aussi un peu de liberté, on reparlera aussi un peu de bonheur, parce que quand il est question de vivre ensemble, il est aussi question de pouvoir vivre ensemble en étant heureux. Donc des questions, des réponses, un petit jeu cette fois-ci. Alors vous avez promis du Game of Thrones, c'est bien, voilà, on fera un petit jeu avec du Game of Thrones, parce qu'on est en plein dedans là, on attend bientôt le dernier épisode. C'est Cristiano, le dernier épisode, c'est lundi, ouais, c'est ça, juste avant le bac. Donc ça, vous avez juste le droit de le regarder avant de filer pour terminer vos révisions. Et puis, dernier point méthodo avec des conseils pour pimper votre devoir, pour faire que votre devoir soit le plus beau, le plus attirant pour le correcteur et que ça lui donne le plus envie. Donc je vous donnerai quelques trucs pour que votre dissertation ou votre explication de texte soit la plus attirante, la plus séduisante possible. Tout ça toujours avec beaucoup de subtilité et de finesse. Alors, on va commencer le stream avec, comme d'habitude depuis le début de la journée, un petit challenge, un petit défi. Vous avez voté sur Twitter pendant la pause, savoir si vous aviez envie de vous venger de vos profs de philo ou si au contraire vous vouliez leur déclarer votre amour en leur envoyant plein de cœurs. Alors, je suis un peu embêté parce qu'il me semble que vous avez plutôt décidé de vous venger de vos profs. Et je voudrais vraiment reprendre une petite minute pour que vous soyez vraiment sûr que ce soit la vengeance que vous ayez choisie. Et donc, sachant que le châtiment, c'est de
de manger de la cannelle, voilà, de prendre une grosse cuillère de cette cannelle. Donc, n'hésitez pas, si vous avez un doute, si finalement vous sentez battre votre petit cœur au fond de vous, vous pouvez aussi dire plutôt des cœurs, parce que, tiens Cristiano, tu peux me donner les petits cœurs, voilà, parce que en fait, voilà, à la place, moi je mangerais bien les petits cœurs parce que je suis un peu gourmand et donc si vous aviez vraiment envie de pas trop vous venger, voilà, ouais, c'est ça, voilà, des cœurs. Et ben moi je préférerais manger des cœurs plutôt que de manger de la cannelle. Alors on y va, et je vous fais confiance. Je vous laisse 10 secondes là, cœur ou cannelle. On y va, cœur ou cannelle, allez-y, cœur ou cannelle, soyez sympa, cœur ou cannelle. Ouais, vous êtes un peu des bâtards, je suis d'accord avec toi. Cannelle, cœur, cannelle. Je prends les noms, hein, je note, hein, et cannelle, ok, d'accord, ok. Bon, alors on va y aller pour la cannelle, mais j'ai noté, hein, et merci Marjorouille, merci Marjorouille, cœur pour toi, parce que, oui. Est-ce que tu peux juste parler un peu plus fort? Que je parle plus fort, parce qu'on m'entend plus. J'ai plus de voix. Bon, alors on y va. Donc, vous êtes vraiment horrible. Je me vengerai de vous après. Alors, je prévois des éventualités désagréables. On y va. Ouais, il y en a qui ont les écouteurs, ils ont bien compris. Alors, Marjorouille, oui, voilà. Hein, je me souviens que toi, tu voulais le cœur. Donc, il faut mettre de la cannelle dans la cuillère. Bon, attends, il y a un problème de débit. Alors. Allez, plus vite, hein. Je vous aime, hein, les fans philo. J'étais très heureux de faire cette journée de révision de bac avec vous. Et voilà, merci Campus, merci CanalSat. On se revoit peut-être tout à l'heure. On y va. Alors c'est parti. Le problème, c'est que je ne peux plus parler. Parce que ça prend complètement tout le palais. Et alors ça pique. Et je ne peux plus avaler. Donc c'est vraiment absolument horrible. En plus, je suis en train d'en mettre partout. Ma belle chemise blanche. Oh putain. Oh. Alors, voilà, je l'ai fait. Vous êtes mangé, mais. Ah, c'est dégueulasse. Ah. En plus, il va avoir des dents horribles. Il va avoir des dents marron pendant tout le reste du truc. Ah. Quelle drôle d'idée. Ah. Franchement, je veux bien bouffer du piment tous les matins au petit déjeuner pendant 15 jours plutôt que de recommencer à bouffer de la cannelle. Non mais ma chemise, en fait, j'ai changé à cause de la cannelle. Mais si vous êtes sage, tout à l'heure, je vous remets ma jolie chemise bleue, enfin blanche avec des revers bleus. Alors voilà. Donc le faites pas chez vous, comme on dit à la télé, parce que c'était réalisé sans trucage et que ça fait pas du bien. Ouf. C'est dégueulasse, il y en a partout. Bon, alors, en fait, en me faisant manger de la cannelle, vous avez voulu vous venger. Quand on parle de vengeance, eh bien, on en vient à réfléchir assez rapidement à... je dois avoir des dents horribles, non? Enfin, Cristiano, non, ça va? C'est pas... Ouais. Voilà. Bon. Donc, quand on en vient à parler de la vengeance, en fait, on en vient à poser immédiatement
la question de la justice. Pourquoi ? Parce que si l'on se venge, si l'on souhaite se venger, c'est que, eh bien, on a subi un tort, on a été victime d'un tort et que on souhaite punir celui qui nous a causé du tort, causé du mal. Alors, cette intuition première, on en a parlé tout à l'heure pour la liberté, en disant que c'est parce qu'on subissait une contrainte que on avait cette première expérience négative de la liberté. Eh bien, pour la justice, c'est pareil. C'est au moment où je subis une injustice que je fais la première expérience de la justice, première expérience négative. Je suis victime de ce tort, il y a de la cannelle partout, c'est vraiment hyper pénible parce que ça fait en plus des nuages. Bon, je ne sais pas si vous le voyez, mais moi j'en ai partout. Je ne vois plus rien. De ce point de vue, il faut s'interroger, poser une question toute simple. Voilà, est-ce que se venger, c'est rendre la justice? Est-ce qu'en se vengeant, on fait œuvre de justice? Ou bien est-ce qu'en se vengeant, on répercute en fait la violence, l'injustice et finalement, on ne fait que rajouter de la violence. Merci Edouard, tu étais là tout à l'heure pour le défi avec la teinture de cheveux jaunes. Sur cette question de la vengeance, ça va nous donner l'occasion de faire notre premier run de révision de philo autour d'un texte de Hegel qui va attirer notre attention sur le paradoxe qu'il y a à se venger. Hegel, il a écrit ce gros bouquin qui s'appelle Principes de la philosophie du droit ou Droit naturel et sciences de l'État en abrégé. Voilà, là encore, ça fait plein de pages et ce qui est hyper pratique, c'est qu'il y a des profs qui sont là pour lire les bouquins et pour vous dire le meilleur, vous racontez la fin, comme ça vous dispense de les lire. Dans le paragraphe 102, vous notez, référence pour votre dissertation, dans le paragraphe 102 des principes de la philosophie du droit, Hegel fait un sort à la vengeance. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va distinguer deux dimensions de la vengeance, un peu comme l'envers et l'endroit, un peu comme l'extérieur et l'intérieur, un peu comme la doublure et puis l'extérieur du vêtement. Enfin voilà, vous m'avez compris. Il avait ça, Hegel, ouais, pas mal. Ce que nous dit Hegel de la vengeance, c'est que quand on parle de vengeance, en fait, il faut d'abord reconnaître que c'est une volonté qui se venge, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui veut se venger. Et il faut distinguer les deux dimensions de cette volonté. Il y a ce que veut cette volonté qui se venge, et il y a comment elle le veut. Quand je veux me venger, en fait, ça veut dire tout simplement que j'ai été victime d'un tort, d'un crime, et que je veux que justice soit faite. Je veux que celui qui m'a causé du tort soit puni. Je refuse l'impunité. Un peu comme Dexter, là, qui est à côté de Hegel. Dexter, ce qu'il ne supporte pas, c'est que des criminels restent impunis. Et d'une certaine manière, le Dexter Dark Passenger, là, le Dexter justicier, c'est un Dexter qui, en fait, fait œuvre de justice parce qu'il venge ceux qui ont subi des crimes et dont les criminels sont restés impunis. Donc, ce que nous dit Hegel, c'est que dans son contenu, dans ce que veut la vengeance, eh bien, la vengeance est juste. L'intuition première de celui qui veut se venger, c'est bien de faire œuvre de justice en ne laissant pas le crime impuni, en faisant passer l'envie à celui qui nous a causé du tort de recommencer, parce qu'on va bien le punir, et puis aussi, surtout, en essayant de réparer pour un peu l'équilibre du tort qui a été commis. La difficulté, c'est que la forme de cette volonté, c'est-à-dire la manière dont la volonté choisit de faire justice, eh bien cette forme, elle est contradictoire avec son contenu. Pourquoi ? Parce que quand on se venge, on se fait justice soi-même. En fait, quand on se venge, eh bien on exprime la volonté particulière, singulière de faire justice. Et ça, Hegel nous dit, c'est pas possible. Il y a une contradiction entre ce que l'on veut, la justice, et comment on le fait en se vengeant. Pour le dire simplement, celui qui se venge, en fait, devient, au moment même où il se venge, eh bien, un criminel. Il devient, en fait, exactement le même que celui dont il veut se venger. Donc, on comprend bien l'intention de la vengeance. C'est une intention d'un sens assez naturel, assez spontané, qui correspond à une sorte d'intuition spontanée de la justice. Mais si on n'est pas attentif à la manière dont on va rendre cette justice, eh bien, on tombe dans la contradiction du crime. Et ça, c'est un point super important pour toutes vos réflexions sur la justice, c'est qu'il faut s'interroger aussi bien sur l'intention qui est portée que sur la manière dont on va rendre justice. En fait, la justice, elle ne peut pas se rendre n'importe comment. C'est un peu de la... Parce que j'ai remonté de canne.
En fait, il faut toujours se poser la question, quand on parle de justice, de la façon dont on va rendre justice. C'est pour ça que c'est aussi important la procédure pénale, par exemple, pour la justice institutionnelle. C'est pour ça qu'on a autant besoin d'avoir des règles, des formes, des codes pour encadrer la manière dont on va rendre la justice, parce que c'est aussi important de punir celui qui a fait un crime, qui a commis un crime, que de le punir de façon juste, ordonnée, réglementée, codée, en telle sorte que, justement, il ne puisse pas mettre en doute la forme de la volonté qui se venge de lui. Alors, je bois un peu. Voilà. Je n'ai pas avalé de mouche, j'avais de la cannelle. Bon, voilà. Donc c'est ce que vous avez, merci Cristiano, c'est gentil. C'est ce que vous avez sur l'écran derrière moi. Hein. La vengeance reste insuffisante car elle est l'action d'une volonté subjective et de ce fait, elle n'est pas conforme à son contenu. Il y a contradiction entre forme et contenu de la volonté qui se venge. Voilà. Donc première petite révision autour du thème de la justice. Hein, un petit point sur la vengeance. De ce point de vue-là, donc Dexter qu'on a vu tout à l'heure avec Hegel. Eh bien, Dexter, s'il satisfait une exigence de justice, on ne peut pas pourtant dire que c'est un vrai justicier, au sens où, en fait, il utilise un moyen qui n'est pas conforme à l'ordre de la justice, et donc, il perpétue une volonté qui est contradictoire en elle-même entre forme et contenu. Donc, je vous invite à lire le paragraphe 102 là, des principes de la philosophie du droit de Hegel. Vous pouvez retenir cette analyse, elle vous aidera dans toutes vos réflexions autour de la justice. Vous pourrez toujours prendre le cas de la vengeance. Et ça viendra donc enrichir votre disserte ou votre explication de texte si ça tombe sur la justice. Voilà, premier run de révision sur le thème de la justice et plus largement de la politique et du droit. On est toujours sur Periscope avec Campus by CanalSat. On fait un petit stream de révision du bac philo. Vous avez pu poser des questions sur Twitter, #bacphilo @canalsat. Hein. En posant ces questions d'ailleurs, il faut continuer d'ailleurs de les poser. Ça dure jusque minuit parce que vous pouvez participer à un jeu et on tirera au sort ceux qui ont posé les questions et vous pourrez gagner un week-end à Barcelone ou des appareils photo, des Polaroids, là, ou des pour prendre une photo le jour du bac, par exemple, le jour de vos résultats, ça pourrait être pas mal, ou bien des abonnements. Et donc, voilà, continuez de poser vos questions jusque minuit, ça continue de courir. Nous, on continue notre révision avec un deuxième run de révision autour cette fois-ci d'une réflexion plus générale sur la politique et le droit. En fait, il y a une question que je voulais vous poser et que j'aime bien poser aux élèves, c'est de savoir pourquoi est-ce que nous obéissons au pouvoir. Après tout, vous vous souvenez, quand il y a eu le mouvement Occupy à Wall Street, hein, il y avait un des slogans qui était voilà, nous sommes les 99% et ils sont le 1%. Mais moi, j'ai envie de dire, si on est 99%, comment dire, il suffit de se lever, en l'occurrence de s'asseoir à Wall Street, et on peut tout bloquer. Si on est si nombreux, pourquoi est-ce qu'on continue d'obéir? Pourquoi est-ce que les structures de l'État, le droit, les lois restent en place si on est si nombreux à ne pas être d'accord et s'ils ne sont si peu nombreux à les mettre en place? C'est une question un peu naïve, mais c'est une question qui nous permet de remettre en place en fait la réflexion autour de l'ordre politique, autour de la justice politique, c'est-à-dire de la distribution du pouvoir dans une société, et donc de poser au fond la question de notre obéissance. Voilà, c'est un peu la question que j'aimerais poser dans ce dernier stream de révision et dans ce dernier run de philosophie de révision, donc autour de la politique. Et pourquoi je voudrais vous poser cette question? Tout simplement parce que ça va nous permettre de passer en revue comme ça 3 réponses possibles à cette question avec 3 philosophes qu'on va convoquer, là, même s'il est un peu tard, on va les réveiller pour qu'ils viennent nous aider un petit peu à répondre à cette question. Et ça va en fait dessiner comme ça 3 philosophies politiques un peu différentes et qui vont donc pouvoir expliquer un peu l'ordre politique, la justice politique et la raison pour laquelle nous obéissons au pouvoir. Je vous rappelle qu'on a un petit défi sur ce stream, hein, c'est qu'on est 63 là au moment où je vous parle. Il faut partager ce stream, il faut rameuter vos potes, la réveiller, parce qu'il faut qu'on soit 200 si vous voulez avoir le sujet qui tombera mercredi, ou si vous voulez plein d'autres choses. Vous pourrez lancer le défi que vous voulez si on est 200. Donc il faut que vous soyez là. Alors, première réponse à cette question, pourquoi obéissons-nous au pouvoir? C'est une réponse qui est donnée par la Boétie. Alors la Boétie, vous le connaissez, au moins pour 2 raisons. D'abord parce que c'est une rue à Paris, près des Champs-Élysées, dans laquelle il y a plein de bistrots dans lesquels on peut boire, avec modération.
Et ensuite, parce que la Boétie, c'est le pote à Montaigne. Vous savez, le Montaigne et la Boétie, parce que c'était lui, parce que c'était moi, tout ça, une sorte d'amitié mythique. Bon. La Boétie écrit un petit texte qui s'appelle Discours de la servitude volontaire. Voilà, Discours de la servitude volontaire. Vous pouvez mettre la main dessus si vous voulez. Et ben, la réponse est dans le titre. Pourquoi obéissons-nous? La Boétie nous dit parce que, en fait, nous acceptons, voilà, volontairement, nous consentons à notre servitude. Alors, en fait, on accepte d'être des esclaves. On accepte d'être des sujets soumis. Pourquoi? Eh ben, en fait, parce que, tout simplement, on est pris dans une sorte de tyrannie de l'habitude, on croit à une forme d'ordre naturel des choses. On considère effectivement, on croit que le roi, bah, il est là depuis toujours et qu'il y aura toujours des rois. Et que tout cela fait que, en fait, on pense ne pas avoir le pouvoir de se révolter et de faire changer l'ordre politique des choses. En fait, cette idée de la servitude volontaire, elle est importante parce que, précisément parce que cette servitude est volontaire, ça veut dire qu'en fait, on pourrait vouloir autrement. En fait, dire que nous obéissons parce que nous sommes volontairement asservis, c'est nous rendre capables de nous libérer de ces chaînes. La prise de conscience que cette servitude est volontaire nous rend en même temps capables de vouloir autre chose et donc de nous défaire de cette servitude. Donc c'est intéressant, on est à la fin du XVIe siècle avec la Boétie, vous voyez, on est au tout début de ce qu'on pourrait appeler la modernité politique, dans lequel les modèles traditionnels politiques vont s'inverser et où on va donner à progresser petit à petit vers des philosophies politiques qui vont donner plus de place à la liberté des sujets, à la liberté commune, collective, et donc vous aurez compris que c'est parce que cette servitude est volontaire qu'elle peut être autrement que volontaire. Voilà. Deuxième réponse, c'est celle que donne le philosophe anglais Hobbes. Alors Hobbes, il a écrit un gros bouquin, lui aussi, qui s'appelle le Léviathan. Voilà. Et dans ce gros bouquin, Hobbes donne une explication assez simple à la raison pour laquelle on obéit au pouvoir. C'est tout simplement qu'on obéit parce qu'on a peur. Voilà. Alors on a peur de deux choses. On a peur de l'absence de pouvoir, c'est-à-dire qu'en fait on redoute l'absence de pouvoir, l'état de guerre en fait, le fameux l'homme est un loup pour l'homme, voilà, ça c'est l'état de nature selon Hobbes, c'est-à-dire l'état avant le pouvoir royal ou le pouvoir politique, un état de guerre dans lequel en fait à chaque instant on peut se faire dégommer, éliminer, couper la tête. Pourquoi? Parce que dans cet état de nature, la seule loi qui vaille, c'est la loi de nature et c'est la loi qui autorise à tout faire pour sa survie. Donc, de ce point de vue-là, en fait, on obéit à un pouvoir ordonné et politique parce que d'abord, on a peur de retourner à l'état de nature. Et puis ensuite, on obéit à ce pouvoir parce que ce pouvoir lui-même, eh bien, il peut nous effrayer, il peut nous faire peur de par la force qu'il incarne, de par l'ordre qu'il incarne. La principale motivation, du coup, c'est d'éviter le jeu des passions et d'obéir pour justement sortir du règne de la peur et vivre à peu près tranquille. De ce point de vue-là, vous comprenez qu'on abandonne en fait pas mal de liberté au profit de la sécurité. Donc, du coup, l'état dans lequel on va vivre sera un état qui sera juste en ce qu'il nous permet de vivre confortablement, tranquillement, mais en revanche, c'est un état dans lequel notre liberté sera franchement limitée, justement par le souci de limiter l'ordre des passions. Donc voilà, je crois que Cristiano, tu as du succès dans notre petite classe éphémère de campus Baïkal-Alsat. Là, ce soir, t'es délégué de classe. Bah dis donc, je ne sais pas s'il y a eu un vote très démocratique, mais c'est pas mal. Bon. Donc voilà, deuxième réponse, la réponse de Hobbes. Alors, troisième possibilité de réponse à cette question, pourquoi obéissons-nous? C'est pas cette fois-ci parce que on aura peur, mais c'est parce que tout simplement, eh bien, on va le vouloir, on va y consentir. Et cette fois-ci, c'est notre ami Rousseau. On a pas mal parlé de Rousseau dans ces streams de révision sur le bac philo. Si vous nous rejoignez d'ailleurs, welcome. On est en train de réviser le bac philo sur Periscope avec Campus Baïkal-Alsat. Et donc voilà, là je suis en train de vous parler de Rousseau et d'un texte dont vous avez sûrement entendu parler cette année, du contrat social. Et bien là encore, tout est dans le titre. Pourquoi obéissons-nous au pouvoir? Eh bien parce que nous y avons consenti. Parce qu'en fait, nous avons passé un contrat qui, en échange de la limitation de notre liberté,
nous garantit des droits. Voilà, c'est ça le contrat social. Alors vous allez me dire, oui, mais comment dire, nous, on n'a jamais signé quoi que ce soit. Voilà, on n'a jamais signé de contrat. On n'a jamais dit qu'on s'engageait à respecter les lois, etc. En fait, ce contrat, il est tacite. Ce contrat, il est tacite à partir du moment où vous vivez en société, où vous profitez d'un certain nombre de droits, eh bien, vous acceptez ce contrat. Vous pouvez vous mettre hors contrat, vous pouvez vous situer en dehors de la loi, mais de ce point de vue-là, vous allez expérimenter quand même une certaine marge sociale et politique. Puisque si vous vous situez en dehors du contrat social, du coup, vos droits ne sont plus garantis. On ne peut pas gagner sur les deux tableaux. Le principe du contrat, c'est une répartition des obligations. L'État a le pouvoir, a le devoir de garantir vos droits et de vous assurer une liberté civile et politique en vous garantissant ces droits. Par exemple, le droit de voter, le droit d'avoir une propriété garantie, d'être respecté, de ne pas être soumis à la violence des autres, etc. Mais vous, en échange, ça va être votre partie du contrat, vous allez devoir limiter votre liberté naturelle et la transformer en liberté civile. Hein, je vous incite vraiment à bouquiner ce contrat social, ça se lit assez rapidement. Les deux premiers livres notamment, enfin les deux premières parties on va dire, sur le passage de l'état de nature à l'état civil, la mise en place du contrat et la façon dont on va organiser cette vie politique autour de la discussion de la loi, etc. Alors pour terminer sur ce run de révision qui répond à la question pourquoi obéissons-nous au pouvoir, j'ai même pas le temps de compter tous les cœurs que Thomas vient de balancer sur le commentaire, pas mal, vous pouvez essayer d'en balancer plus encore. Eh bien en fait cette question elle est importante parce que elle va aussi décider du fondement de l'ordre politique. En fonction, si vous choisissez la servitude, la peur ou le contrat, vous ne dites pas la même chose de la justice politique de l'État auquel vous obéissez, et donc vous ne dites pas la même chose du fondement du droit. En fait, ce qui fonde le droit, c'est la façon dont, je suis un peu perturbé par vos commentaires en même temps, mais ce qui fonde le droit, c'est la façon dont on va justement reconnaître le pouvoir de l'État et on va se sentir plus ou moins obligé par lui ou au contraire soumis à une forme de contrainte. Trendy, tes petits cœurs sont magnifiques, merci. Donc, enfin, je sais pas si c'était pour moi ou pour Cristiano Trendy. Tu pourrais préciser si les cœurs étaient pour moi ou pour Cristiano, parce que j'ai un doute tout d'un coup. Donc, n'hésite pas à préciser. Voilà, donc deux petits shoots comme ça de philosophie politique. Hein. Une réflexion autour de la vengeance et de la justice. C'est de la philosophie politique avec un petit peu de philosophie morale dedans. Et puis un petit shoot de philosophie politique autour de la question de l'obéissance. Ah, c'était un peu pour moi, merci quand même. Merci Trendy, quand même. Voilà. Moi aussi, regarde, je mets un petit cœur. Donc, il n'y a pas de souci, ça va. On peut continuer. Cristiano, là, je t'ai eu. Ouais. Donc, on continue. Dans ce stream de révision, c'est le moment où vous pouvez poser vos questions, aussi bien des questions sur ce que je viens de dire, hein, sur la vengeance ou sur le pouvoir et l'obéissance, mais aussi sur tous les thèmes qu'on a vus finalement dans les derniers streams, hein, la liberté, le bonheur, le désir, voilà, faites-vous plaisir, la culture, l'art, la technique, ou même toutes les questions qui vous restent hein, à propos de votre bac philo. Alors Lauriane, tu demandes la différence entre le pouvoir et l'autorité. Alors c'est une bonne question, c'est une question qui est notamment traitée par la philosophe Hannah Arendt, dans un texte assez célèbre où elle distingue la force, le pouvoir et l'autorité. Alors je vais te le faire assez vite. En fait, l'autorité, c'est une qualité morale, la qualité morale d'une personne ou d'une institution. Et le pouvoir, c'est plutôt soit une réalité institutionnelle, quand on parle du pouvoir du gouvernement par exemple, soit la description d'une qualité factuelle, c'est-à-dire qu'on a le pouvoir de faire quelque chose, par exemple le pouvoir de voler pour un oiseau, ou le pouvoir je sais pas, le pouvoir de pleurer en live, ou le pouvoir, enfin je dis n'importe quoi, mais tu vois, c'est une capacité, un pouvoir faire. Ce qui est intéressant, c'est que quand on a de l'autorité, en fait, cette autorité, elle dépend de la reconnaissance de ceux qui nous reconnaissent cette autorité. Je vais prendre un exemple, une autorité religieuse. Que ce soit, je sais pas, un grand rabbin ou le pape, par exemple. Le pape, qu'on soit chrétien ou pas, c'est quelqu'un qui a assez peu de pouvoir. Il a assez peu de pouvoir, le pape. Hein. Je veux dire, il n'a pas d'état d'armée, il ne peut pas faire grand-chose. Donc en termes de pouvoir, il a assez peu de pouvoir. Mais en réalité, il a une grande autorité. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui reconnaissent son autorité.
Donc on peut avoir assez peu de pouvoir et beaucoup d'autorité. Et de ce point de vue-là, c'est assez intéressant parce qu'on ne dit pas tout à fait la même chose. Un prof, par exemple, un prof qui a de l'autorité, c'est aussi un prof qui n'a pas besoin de dire 15 fois par heure de cours, taisez-vous, concentrez-vous, suivez le cours. C'est quelqu'un dont l'autorité va suffire, parce qu'elle lui est reconnue, à avoir le calme en classe et à pouvoir faire son cours. Et à pouvoir aussi mobiliser ses élèves sur le travail. J'ai pas besoin d'utiliser mon pouvoir de prof, c'est-à-dire de vous balancer des heures de colle ou de vous mettre des mauvaises notes. Si j'ai de l'autorité, ça suffit parce que vous me reconnaissez cette autorité. Et donc, voilà, vous n'avez pas besoin que je fasse une démonstration de force ou une démonstration de pouvoir. Et ben, c'est pareil pour les présidents, les rois, etc. En fait, plus on a d'autorité, moins on a besoin de démonstration de force. Parce que l'autorité, elle est spontanément reconnue. Voilà. Donc, si vous avez d'autres questions, est-ce que Cristiano peut faire le défi Canel? Ouais, alors, si on arrive un peu à augmenter le nombre de suiveurs, là, de followers sur Periscope, moi je vous promets, en bonus, on aura une petite vidéo sur un petit lien vidéo sur Twitter demain où Cristiano mange de la cannelle. Voilà, ça, je m'engage, hein, c'est vraiment une promesse. Voilà. Alors, on y va. Continuez. Si vous avez d'autres questions sur la question de la politique ou plus généralement hein, sur vos révisions de philo, c'est quoi mon Twitter? Vas-y, cherche, continue de chercher. Est-ce que la raison est égale à la conscience? Non, pas tout à fait. Question Ah, Clarisse. La raison c'est pas la même chose que la conscience. La raison, c'est une faculté en fait de calcul. Ça vient du latin ratio, ça veut dire calculer. La raison, c'est une faculté qui va, dans notre esprit, mettre en lien les différentes idées. Un raisonnement, en fait, c'est juste des idées qui sont combinées de façon un peu particulière. C'est un peu comme une bibliothèque Billy chez Ikea, c'est-à-dire il faut monter les montants et voilà, les mettre dans un certain ordre. Et la raison, c'est ça sert à ça. Si tu n'as pas de raison, tu ne peux pas monter la bibliothèque Billy parce que tu ne comprends pas dans l'ordre dans lequel il faut mettre les choses. Tandis que la conscience, c'est plutôt une faculté de connaissance, mais comme le mot l'indique, encore une fois, conscience, ça vient du latin cum scientia, ça veut dire avec la connaissance de. La conscience, c'est cette faculté que j'ai de prendre conscience de moi et de prendre conscience de moi dans le monde. C'est plutôt de l'ordre, non pas du raisonnement, mais de l'ordre de l'intuition, vraiment de l'intuition et donc de la connaissance immédiate. Tandis que la raison va être du côté de la connaissance réfléchie, de la connaissance organisée. Voilà, donc il faut faire une distinction. C'est en un sens deux facultés de connaissance, mais qui ne fonctionnent pas de la même manière. Voilà. Alors on continue si vous avez des questions. Oui, Cristiano, tu as des questions? Alors j'ai une question. Ouais. Existe-t-il une justice en dehors du droit? Existe-t-il une justice en dehors du droit? C'est un peu le problème de la vengeance, c'est-à-dire que quand on se venge, on se fait justice soi-même et finalement on n'est pas dans un ordre juridique. De ce point de vue-là, il faut distinguer plusieurs ordres de justice. La justice légale, par exemple, est une justice qui s'exprime particulièrement à travers le droit. Ce qui est juste, c'est ce que le droit dit. En revanche, une justice, par exemple, morale ou une justice de la légitimité, et là, gling gling, vous aurez reconnu le repère légal légitime, qui fait aussi partie de votre programme de philo. La légitimité, c'est tout simplement, parfois, le fait de devoir agir pour faire œuvre de justice en dehors du cadre de la loi. Il n'y a pas si longtemps, là, on a fait une grande cérémonie où 4 grands résistants sont entrés au Panthéon. En un sens, la résistance de ces résistants était illégale, c'est-à-dire qu'elle n'était pas conforme aux lois qui étaient en vigueur dans la France de l'époque. En revanche, elle était légitime, parce que, comme on l'a rappelé à cette occasion, c'était des combattants de la liberté qui ont sauvé des vies, qui ont résisté à une occupation barbare et violente, et donc de ce point de vue-là, leur combat était légitime. Donc oui, on peut répondre qu'il y a une justice en dehors du droit, mais ça oblige à définir un registre de la légitimité et donc à pouvoir argumenter, à pouvoir défendre une justice en dehors du droit. Donc vous avez bien compris, ma réponse, elle s'appuie justement sur le repère légal légitime. Et vous voyez, c'est comme ça que vous pouvez utiliser les repères dans vos dissertations, dans vos explications de texte. Ça vous permet de distinguer, de nuancer, de dialectiser, de faire dialoguer les réponses entre elles. N'hésitez pas donc toujours, si vous avez des questions, je suis à votre disposition encore pour quelques minutes et pour répondre à vos questions. Cristiano, question. Donc, quelles sont les formes de justice acceptables moralement?
Alors, les formes de justice acceptables moralement, en fait, je vais répondre un petit peu, la question est un peu alambiquée, je suis désolé. Hein. L'alcool, c'est pas de l'eau, Marco Pavuna, hein. L'alcool, c'est pas de l'eau. Les formes de justice acceptable moralement, en fait, quand on pose cette question, on distingue, on définit un ordre spécifique de justice morale. Ça veut dire d'une justice qui se définit précisément en dehors ou qui n'a pas besoin de l'ordre de la loi pour se définir. Et donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il faut distinguer ce qui est légitime et ce qui est légal. Et effectivement, on peut faire valoir plusieurs types de justice, plusieurs principes de justice. Et de ce point de vue-là, on va rentrer dans un domaine qu'on appelle le domaine de la philosophie morale. Il y a plusieurs types de philosophie morale. Alors je vais vous le faire court, mais je vais vous donner un exemple. En fait, on peut faire une opposition, une sorte de match, par exemple, entre Kant et Stuart Mill. Pardon, pas Stuart Mill, Mill, il y a 2000. Kant, pour lui, ce qui va être juste, c'est toutes les actions dont la maxime, c'est-à-dire dont la règle de l'action, va pouvoir être étendue universellement, sans contradiction. C'est ce qu'on va appeler une morale de type déontologique. C'est en fait une morale de l'ordre universel qui s'intéresse principalement à la forme de la volonté, un peu comme ce qu'on a dit avec Hegel tout à l'heure. De l'autre côté, on a quelqu'un comme Mill, qui est un philosophe utilitariste et qui donc défend une morale utilitariste. En gros, une action est bonne et une action est juste quand ses conséquences sont bonnes ou sont justes. Donc Jack Bauer, par exemple, de 24 heures chrono, là, c'est un héros utilitariste. C'est-à-dire que lui, pour sauver le monde et sauver des milliers de vies et éviter une menace terroriste, il n'hésite pas à torturer, à tuer ceux qu'il faut, etc. En fait, pour lui, tous les moyens sont bons tant que les conséquences sont bonnes. Voilà, la fin justifie les moyens en quelque sorte. Voilà un registre de justice morale différent de ce que Kant aurait pu penser ou différent d'autres positions morales. Alors, est-ce que c'est pas Machiavel l'utilitarisme? Non, Machiavel, on en parlera tout à l'heure parce que justement, on va faire un petit jeu avec Machiavel, mais c'est pas exactement l'utilitarisme. C'est un peu anachronique de dire ça. Est-ce qu'Hanouna est un philosophe stoïcien ou épicurien? Alors, est-ce qu'Hanouna est philosophe? C'est une première question. Et puis, c'est qui Cyril Hanouna? En fait, c'est vraiment quelqu'un qui compte, quoi. Enfin, bon. Alors, on ne sera jamais 200. Non, mais ça, c'est votre boulot, hein, les jeunes. Hein. Il faut partager, il faut rameuter. Si vous voulez avoir un peu de scoop à la fin de ce stream et avoir le sujet de bac, il faut y aller. Philosophe de la connerie, Audrey, ça n'engage que toi. Voilà, mais je ne dirai rien. Voilà, juste pour répondre. Allez, on continue notre petit stream de révision. On révise toujours le bac philo. Donc si on a mis ce hashtag, hein, c'est pas pour vous mettre la pression, mais c'est juste pour justement vous filer des conseils, des trucs pour réviser votre bac philo. Toute la journée, on a fait des streams, hein, depuis midi jusqu'à bientôt minuit tout à l'heure. Et vous pouvez donc vous pourrez dès demain retrouver tous ces streams sur la page campus.canalsat.fr où il y aura toutes les vidéos avec les runs de révision, les trucs méthodos, les interventions de Cristiano, les réponses aux questions. Enfin voilà, vous allez pouvoir revivre cette journée magique. Comme quoi, hein, réviser le bac philo, c'est plein de surprises. Est-ce que Madonna est une Vénus de Milo des temps modernes? Elle a des bras, Madonna, quoi. Elle a des bras et la Vénus, elle n'en a pas. Donc ça va pas être possible. Cristiano, tu as d'autres questions? Ouais. Faut-il des codes pour vivre dans un monde juste? Faut-il des quoi? Des codes? Des codes. Des codes. Alors, des codes. Si c'est des codes juridiques au sens là, les gros bouquins rouges là, les codes civils, code pénal, etc. Oui, c'est-à-dire que la codification de nos relations, de nos interactions, c'est le travail du droit. Et codifier, ça permet d'articuler les libertés entre elles et de faire en sorte que la liberté des autres soit pas une gêne ou soit pas pour moi une limite à l'expression de ma propre liberté. Donc de ce point de vue-là, la codification, les codes, expriment effectivement la possibilité d'une société juste, quoi. Cristiano, d'autres questions? Ouais. N'hésitez pas, hein. Alors on y va. Alors. Cristiano, il n'arrive pas à lire ce que vous avez écrit. Vous pourriez écrire un petit peu mieux, s'il vous plaît, vos commentaires sur Periscope, là. Si, c'est bon, j'arrive. Alors on y va. Faut-il respecter la loi même si elle est injuste?
Faut-il respecter la loi même si elle est injuste? Vous voyez, on tourne toujours autour de ces questions et c'est pour ça que, encore une fois, si vous bossez un petit peu sur des distinctions conceptuelles, vous allez bien vous en sortir. En fait, on retrouve ici la distinction entre ce qui est légal et ce qui est légitime. Pourquoi? Parce que pouvoir dire qu'une loi est injuste, eh bien, ça nécessite le fait de porter un jugement moral sur cette loi et donc de faire référence à un idéal de justice supérieure. Je vous prends un exemple qui est pris hyper souvent par les profs de philo, c'est l'exemple d'Antigone. Antigone, c'est la sœur de Oreste, et ça se passe dans la Grèce antique, voilà. Et le frère Oreste donc est condamné à mort, et son châtiment c'est de ne pas pouvoir être enterré. Or, ça n'a rien de plus terrible pour un Grec que de ne pas être enterré, parce que ça veut dire que son âme va errer comme ça dans les enfers, et que donc il ne trouvera jamais la tranquillité. Et bien que la loi décidée par le roi interdise d'enterrer Oreste, eh bien Antigone, elle va sortir de la cité et elle va, la nuit, aller enterrer son frère. En ce sens, elle va répondre à un idéal supérieur de justice, qui est un idéal de justice divine, puisque les dieux disent que les hommes ont droit, chaque homme a droit à être enterré et à trouver la paix. Et donc Antigone va préférer faire valoir un idéal de justice supérieur à la loi en vigueur dans la cité dans laquelle elle réside. Cet exemple d'Antigone, vous le retrouvez un peu partout, donc vous pourrez le retrouver sans difficulté. Bon, vous pouvez aller encore quelques questions, une ou deux questions, puis après on a un petit jeu à faire, hein, donc n'hésitez pas. Oui, Podeshoussi, il était là depuis 14 heures, je me souviens. Je ne sais pas s'il arrive bien à prononcer ton pseudo, mais il faudra nous expliquer comment ça se prononce précisément. On se couche tard, mais on est motivé. Alors on est motivé. Vous êtes motivé? Eh ben on y va. Je vous propose un petit jeu assez simple. On va parler de Machiavel dans ce petit jeu, puisque vous vouliez qu'on parle de Machiavel. Et puis en même temps, on y va. On va parler de Game of Thrones, parce que bah voilà, Game of Thrones c'est un peu l'actu du moment en termes de série. On attend le dernier épisode là pour lundi, le dernier épisode de la saison 5. Et en fait, quand on regarde Game of Thrones, en fait, c'est une très bonne façon de réviser son cours de philosophie politique, parce que dans Game of Thrones, vous savez, tout l'enjeu, c'est la lutte pour la conquête du trône, donc c'est la lutte pour le pouvoir. Et puis, bah, il est question de roi, de reine, de justice, de comment être une reine juste, hein, ou un roi juste. Et en fait, je vous propose un petit jeu simple. Je vais vous donner des citations, et vous allez me dire si ça vient de chez Machiavel, ou si ça vient de Game of Thrones. Voilà. Et si en plus vous savez qui le dit dans Game of Thrones, alors là vous gagnez des cœurs, des cœurs et des cœurs. Alors on y va. Première, donc c'est en fait un jeu assez simple, hein, c'est ou bien Goethe ou bien Machiavel. Première citation, c'est difficile de mettre une laisse à un chien une fois qu'on lui a posé une couronne sur la tête. Hein, c'est difficile de mettre une laisse à un chien une fois qu'on lui a posé une couronne sur la tête. Alors on y va. Qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce qu'on trouve ça? Est-ce que c'est chez Machiavel ou est-ce que c'est Goethe? Alors, il y a du Goethe, il y a du Machiavel. Ah, c'est assez partagé. Hein. Goethe. Ah, on a Machiavel. Oui, ok. Audrey, c'est un V à la place du B qu'il faut mettre. Alors, est-ce que c'est Goethe ou est-ce que c'est Machiavel? Et si c'est dans Goethe, qu'est-ce qui dit ça dans Goethe? C'est difficile de mettre une laisse à un chien une fois qu'on lui a posé une couronne sur la tête. Allez, je vous donne la réponse. Il y en a qu'on trouvait. Hein. Eh bien, c'était dans Game of Thrones. C'était Tyrone qui dit ça. Tyrone Lannister qui nous dit qu'il est difficile de mettre une laisse à un chien une fois qu'on lui a posé une couronne sur la tête. Deuxième citation, c'est pour vous les filles. Faire la guerre est plus simple que d'élever ses filles. Qu'est-ce qui nous dit ça? Est-ce que c'est Machiavel ou est-ce que c'est dans Goethe? Hein, faire la guerre est plus simple que d'élever ses filles. Et là encore, si c'est dans Goethe, dites-moi qui le dit dans Goethe. Hein. Alors, faire la guerre est plus simple que d'élever ses filles. Vous avez des idées? Ouais, Goethe, Fabien, pas mal, tu as dit Goethe. Là, c'est sûr que c'est Machiavel. Goethe. Est-ce que Machiavel avait des filles? Je ne suis pas sûr. Hein. Goethe, mon père, ouais. Thomas, tu as beaucoup de sœurs. Donc. Goethe, Maman Stark. Ah, on s'approche. Et vous chauffez. Hein. Non, c'est pas Stanis. Non, ça, je suis d'accord. c'est pas Stanis. Hein. Goethe. Alors, ouais, Ned, Margerouille. Bravo, Margerouille. T'as raison. Pardon, on est dans Goethe et c'est Ned. C'est Ned Stark qui dit ça. Faire la guerre est plus simple que d'élever ses filles. Voilà, donc je ne sais pas si ça fait que vous auriez eu envie d'avoir Ned Stark comme père, mais en tout cas, c'est bien lui qui le dit. Troisième citation,
Des hommes, on peut généralement dire ceci, ils sont ingrats, changeants, simulateurs, dissimulateurs, voilà. Qu'est-ce qui nous dit ça? Les hommes, on peut généralement dire ils sont ingrats, changeants et simulateurs. Est-ce que c'est dans Goethe ou est-ce que c'est du Machiavel? Alors on y va, est-ce que c'est Goethe ou est-ce que c'est du Machiavel? Machiavel, Machiavel, ma femme, ouais. Décidément, Thomas, tu es un petit rigolo. Machiavel, easy, ouais, easy. C'est Machiavel spécial featuring Booba. Ouais, eh ben oui, alors voilà, c'est Machiavel. C'est Machiavel qui nous dit ça au chapitre 15. Machiavel, c'est pas un aussi méchant qu'on pourrait le penser. Machiavel, c'est juste quelqu'un qui, en politique, introduit ce qu'on appelle le réalisme. C'est-à-dire qu'il se fonde sur la réalité de ce que sont les hommes, de ce que c'est que le pouvoir, pour dire qu'il faut faire de la politique sans se soucier de la morale, mais juste en tenant compte de la réalité. Et donc, si les hommes sont méchants, ingrats et dissimulateurs et simulateurs, eh bien, il faut leur donner ce qui va marcher avec eux. Donc, il faut leur donner de la cruauté, du mensonge, de la violence, parce que c'est ce qui est efficace pour garder le pouvoir. Donc, on a besoin de ça. Alors, quatrième citation, les gens apprennent à aimer leur chaîne. Les gens apprennent à aimer leur chaîne. Hein, leur chaîne qui les lie, hein, les chaînes qui les attachent. Alors, où est-ce qu'on trouve ça? Est-ce qu'on trouve ça dans Goethe ou dans Machiavel? Alors, Goethe, ouais, Pujadas, pourquoi pas, Goethe, ouais. On y va. Tywin dans Goethe, c'est pas Obélix non plus, c'est pas Cersei, non, ça non plus. Il y en a un qui est au taquet, Ed Gagné, il est au taquet sur les personnages de Goethe. Alors, les gens apprennent à aimer leur chaîne, et ben souvenez-vous, dans Goethe, hein, c'est Daenerys qui dit ça, parce qu'elle a été habituée aux chaînes, donc elle sait exactement de quoi elle parle. Cinquième question, je sais pas, j'ai l'impression que ce que je dis est mal interprété parfois. Si donc un prince veut conserver son trône, il doit apprendre à savoir être méchant et recourir à cet art ou non selon les nécessités. Voilà, si donc un prince veut conserver son trône, il doit apprendre à savoir être méchant et recourir à cet art ou non selon les nécessités. Qu'est-ce qui dit ça? Machiavel ou Goethe? Est-ce qu'on est dans Goethe ou est-ce qu'on est dans Machiavel? Pour conserver son trône, hein, il faut apprendre à être méchant. Est-ce que par exemple, ça ne serait pas un conseil que Tywin pourrait donner à Tommen, hein, devant le gisant là, de Geoffrey? Est-ce que ça sonne un peu comme un conseil que Tywin pourrait donner? Eh ben non, en fait c'est Machiavel. On est toujours chez Machiavel, dans le chapitre 15. Bon, il y en a qui s'endorment un peu, donc je vous propose d'accélérer un peu. Allez, je vous en donne un facile. Qui dit Odor? Est-ce que c'est dans Goethe ou est-ce que c'est Machiavel? Odor. Voilà. Alors, dans Goethe ou dans Machiavel? Ouais, bon, facile. C'est dans Goethe. On peut faire un hashtag Odor Machiavel si vous voulez. C'est un peu private, mais ça pourrait fonctionner. Et je termine avec celui que je préfère. Est-ce que c'est du Goethe ou est-ce que c'est du Machiavel? Attention, vous êtes prêts? Dernière chance. Un changement en prépare un autre. Un changement en prépare un autre. Imaginez Jon Snow en train de dire ça. Un changement en prépare un autre. Ça vous fait pas penser à un truc, hein, un changement en prépare un autre? Alors, on a du Goethe, on a du Machiavel, Valls, oui, aussi, pourquoi pas. C'est une bonne idée. Hollande aussi. C'est un petit peu tôt pour Hollande, hein, peut-être l'année prochaine, vous voyez, peut-être à la rentrée. Alors, Snow, Machiavel, quand l'hiver arrive, bravo, Trendy, pas mal. On est bien dans l'ambiance. Alors, ouais, en fait, un changement en prépare un autre, ça sonne un peu comme Winter is coming. Mais en fait, c'est du Machiavel. Alors c'est facile hein, parce que ça aurait très bien pu se retrouver dans Game of Thrones, mais c'est bien Machiavel. Encore une fois, vous retrouvez le Machiavel attentif à la réalité des phénomènes politiques et son attention à la logique même des événements. Donc big up for Machiavel, voilà, qui a compris avant George Martin le jeu des trônes, le jeu du pouvoir. Ça me fait penser comme on est avec CanalSat, un campus by CanalSat, si vous voulez réviser aussi la philosophie politique, vous pouvez regarder Borgia, c'est une super bonne série aussi sur la lutte pour le pouvoir. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que dans Borgia, vous avez Machiavel qui est personnage aussi. Donc, n'hésitez pas, hein, Machiavel, dans la saison 2, Machiavel est un personnage au casting de Borgia. Donc, n'hésitez pas. Et non, c'est pas Machiavel qui a écrit Goethe, mais ça aurait pu être le cas. Allez, pour terminer ce dernier stream de révision, je vous propose trois derniers conseils. Trois derniers conseils de méthodo. Et quand on arrive au point méthodo, là vous pouvez le dire à ma place, hein, les fans philo qui suivent. Si on arrive au point méthodo, Cristiano, il faut le
Merci Cristiano. Allez, un petit coup parce que c'est le dernier. Voilà. Alerte méthodo, sortez vos crayons, sortez vos cahiers. Un petit coup de klaxon pour vous donner les derniers trucs pour pimper votre dissertation, votre explication de texte. Alors, je les avais écrits quelque part, ces derniers trucs, mais je sais pas où ils sont. Voilà, je les ai retrouvés. Les 3 trucs pour pimper son devoir le jour du bac. Alors, je rappelle le contexte. Mercredi prochain, le matin pour les bacs généraux, l'après-midi pour les bacs techno, vous allez passer votre bac de philo. C'est la première épreuve du bac. C'est pas forcément la plus importante en termes de coef, tout ça. Mais vous êtes sûr que papa et maman, en rentrant à la maison le soir, ils vont vous demander comment ça s'est passé la philo, c'était quoi ton sujet, et puis ils vont vous raconter les notes qu'ils ont eues, eux, etc. Donc, moi, je vous conseille de bien vous y prendre, de bien préparer votre devoir. Je vous ai donné plein de trucs toute cette journée pour bien faire une intro, bien faire une problématique, monter votre plan, éviter la paraphrase dans l'explication de texte. Là, je voudrais terminer par 3 trucs pour que votre devoir, ça soit pas le devoir de n'importe qui passe le bac, du paquet, des 150 copies que le prof va corriger. Le premier truc que je vous donne pour pimper votre devoir, c'est de mettre des citations. Il faut donc des citations parce que les citations, c'est un peu comme, je sais pas moi, des fleurs dans un jardin, voyez, ou un peu comme des bougies sur une table quand vous invitez votre chérie à dîner. Les citations, en fait, ça fait joli, ça fait beau, et surtout, en fait, ça montre que vous avez un peu bossé. Alors peut-être que vous avez un peu bossé la veille, mais si vous avez bien travaillé sur ces citations, d'abord, elles vont vous aider à construire votre devoir, et ensuite, elles vont montrer au correcteur que vous avez joué le jeu de la philo cette année. C'est-à-dire vous avez appris, vous avez des connaissances en philosophie. Tous ceux qui vont vous dire que ça sert à rien de réviser pour le bac, il suffit d'y aller en ayant un peu fumé avant, etc., en fait, se trompent. D'abord parce que si c'était le cas, j'aurais pas de boulot. Et ensuite, si il suffisait d'être inspiré pour réussir un devoir de philo, ça se saurait. Pour réussir un devoir de philo, la meilleure des choses, c'est d'avoir des connaissances, d'avoir préparé, d'avoir de la méthode. Ça va vous éviter de vous planter ou de tomber sur une impasse. Et puis même, il y a tous ceux qui disent « Ouais, de toute façon, en philo, ça dépend du correcteur. Si le correcteur est d'accord avec nous, on aura une bonne note ou quoi ?» Eh ben, la meilleure façon de vous mettre le correcteur dans la poche, c'est de lui donner ce qu'il veut, c'est-à-dire des connaissances et de la méthode. Donc mon premier conseil, c'est préparez-vous des citations, et je suis désolé les jeunes, mais les citations, ça s'apprend par cœur. Parce que quand on cite correctement. Alors vous choisissez des citations pas trop longues, qui vous plaisent, que vous pourrez ressortir en plus après en soirée, ça vous fera... Vous pouvez vous la péter un peu. Mais il faut des citations, il faut avoir des cartouches dans sa musette. Deuxième truc, il faut avoir des exemples. Et vous pouvez préparer des exemples. Vous voyez, là, toute cette journée, je vous ai pris des exemples dans des séries où on a pris des exemples même dans des chansons avec Fauve au début. Vous pouvez utiliser des tas d'exemples. Ça peut être des exemples d'actu, des exemples de cinéma, des extraits de chansons. Ça peut être des exemples même, parfois, si ça vous arrive de lire des romans, de bouquiner des romans, vous pouvez prendre des exemples de romans. Il n'y a pas de mauvais exemples. Un mauvais exemple, en fait, c'est pas le contenu de l'exemple, c'est ce que vous allez en faire et ce que vous allez en dire. Il n'y a que des bons exemples. Mais alors attention, un exemple, c'est pas un argument. C'est pas parce que vous allez donner 3 exemples que vous avez défendu un point de vue. Non, il vous faut des arguments philosophiques, des connaissances philosophiques, et ensuite les exemples, ils vont venir illustrer ces arguments et ils vont surtout montrer au correcteur que vous les avez bien compris parce que vous êtes capable de les appliquer à des situations précises et concrètes. Et puis, troisième truc, il faut que votre devoir, il ait un look parfait. Il faut qu'il ait de la gueule, si je peux me permettre. Il faut que voilà, vous soyez créatif. Il faut en fait que vous soyez créatif, mais que vous soyez rigoureux. Il faut que vous ayez un devoir qui soit bien ordonné, bien aéré, bien relu, sans faute d'orthographe. Sur les 4 heures, vous avez le temps de prendre un quart d'heure, 20 minutes pour relire votre copie. Je sais que c'est fatigant, que vous avez bossé 3h30, mais franchement, s'il y a une copie qu'il faut relire, c'est celle du bac, quoi. Les correcteurs, ils ont le droit d'enlever des points pour l'orthographe. Alors, franchement, ça serait trop bête de les perdre juste parce que vous étiez un peu flemmard et que vous n'avez pas envie de relire vos copies. Et ça vaut pour toutes les épreuves. C'est pas que pour la philo. Il faut aussi que vous ayez un devoir bien aéré. Vous savez, les copies de bac, c'est des copies, c'est bête, mais il faut le dire, c'est avec des petits carreaux. Alors, si vous écrivez sur chaque ligne, ça va faire des gros pâtés, là, ça va être
illisible pour le correcteur, qui doit s'enquiller 150 copies. Moi, je vous conseille vraiment d'aérer votre devoir, de bien l'organiser, de bien l'ordonner, de faire en sorte que ce soit hyper lisible. Et puis, alors, c'est pas la peine de mettre, de souligner en rouge partout, de faire des, voilà. Mais il faut simplement que vous écriviez correctement. Faites un effort, hein, encore une fois. C'est la copie la plus importante en philo de votre année. Donc, faites en sorte d'être lisible. Voilà, je vous ai donné 3 trucs pour pimper votre devoir, hein, des citations, des exemples et puis une copie qui a de la gueule, une copie qui soit bien tenue, une copie soignée, c'est la copie la plus importante. Donc franchement, portez attention, prenez soin de votre copie. Et puis si en plus vous avez travaillé un peu sérieusement, si vous êtes un peu sué sur le sujet, enfin, si vraiment vous avez pris soin de votre copie, le correcteur la lira beaucoup plus facilement et donc il pourra beaucoup mieux corriger et mesurer tous les efforts que vous avez faits, tout le mérite que vous avez. Donc c'est du gagnant-gagnant pour vous. Voilà, et ben écoutez, je crois qu'on arrive un peu à la fin de notre dernier stream de philo et puis c'est un peu triste parce qu'on arrive à la fin de cette journée de stream de révision de bac philo. Voilà, toute cette journée, donc à partir de midi jusqu'à bientôt minuit, là, dans 4 minutes. À partir du hashtag BacPhilo sur Twitter, grâce à Campus by CanalSat, eh ben, on a pu vivre ensemble ces streams de révision. Merci à tous ceux qui étaient là, merci à tous ceux qui ont suivi, la team fan philo, voilà, je vous aime aussi. Et on se revoit dans les vidéos qui seront demain sur la page campus.canalsat. Oui. Ils veulent avoir ton compte Twitter. Alors mon compte Twitter c'est @t de Saint-Maurice. Voilà, @t de Saint-Maurice. Vous pouvez me trouver sur Twitter. Et on se retrouve donc sur la page campus.canalsat.fr. Alors, j'aimerais juste, si on a une minute, ouais, alors CanalSat, voilà, c'est ça, c'est grâce à CanalSat qu'on a pu faire ces streams de révision, donc merci CanalSat. Est-ce qu'on peut prendre juste une minute pour remercier tous ceux qui étaient là autour? Alors Cristiano, vas-y, viens Cristiano. Voilà, Cristiano, c'était votre CM, voilà, merci Cristiano. Hein, délégué de la classe éphémère, voilà, Campus by CanalSat. Il y avait Thomas aussi qui était derrière les écrans. Il y avait Léo, il y avait Marco, il y avait Arnaud qui était aussi derrière les écrans. Fabia et Anne qui étaient tous là pour qu'on puisse faire cette journée de révision en stream avec un prof en stream sur Periscope grâce à Campus by CanalSat. Donc voilà, si ça vous manque, demain vous pouvez vous refaire des petits shoots de révision de philo sur la page campus.canalsat.fr et c'est des liens que vous pouvez partager. Allez, j'en ai marre d'être tout seul devant l'écran, donc allez, venez montrer votre rogne à tous ceux qui nous ont suivis. 50 personnes. Donc c'est parti, voilà. Donc on a Cristiano, Anne, Thomas, Fabia, Arnaud, il y a Léo et Marco qui arrivent, là, qui étaient aussi en backup sur Twitter. Vous avez encore peut-être une minute pour envoyer des questions sur Twitter, mais voilà, merci, c'était terminé, merci beaucoup, bon courage pour le bac philo, on n'était pas 200 donc vous n'aurez pas le sujet mercredi, mais on vous aime, ciao.